Il est 19h. Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche? On veut bien être gentil, mais pas con. La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges. Le capitalisme n'est pas et jouez pas au con avec lui. On est trop Le gentil. rouge c'est la couleur du sang, le rouge c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. On est gentil. On est toujours gentil. Le capitalisme n'est pas Arrête-toi. Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin dit pot de vin. Parce que tout ça c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric. Je vote pas pour les capitalistes, hein. Bon, je suis ouvrier. On est trop gentil. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Lille 106,6 en modulation de fréquence et jusque 20h on passe au rouge, une émission où on visionnera tous ensemble là un documentaire qui s'appelle Un pognon de dingue qui a été réalisé par Pierre Bioré, Adam Fourage et notre invité, j'espère que tout ira bien quand on réussira à l'avoir au téléphone, qui est Benoît Delru. Benoît Delru qui est qui fait partie de Infoscope, un média militant. Juste avant, moi j'aimerais qu'on réécoute, si c'est possible, notre ami Macron. Est-ce que tu l'as, Macron? Ah bah il l'a pas, Macron. Notre ami. Bah, notre ami, pour l'instant, nous ne sommes qu'adversaires, je veux dire. Il faut savoir rester amis. Alors il avait dit, on met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Je sais pas le faire, je sais pas du tout l'imiter. Les gens, ils sont quand même pauvres. Gigi, c'est ça? C'est ça qu'il avait dit. Tout à fait. Ouais. Oui, ça nous... Donc, c'est ça qui a motivé Benoît Delru et ses amis d'Infoscope à concevoir ce documentaire en 2020. Un documentaire que vous pouvez bien sûr retrouver sur YouTube. Et tiens, on va écouter Macron. On va l'écouter ou pas, Macron? Écoute, Seb. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Moi, j'aimerais qu'on le réécoute. Non. Ça fait tellement de bien de réécouter ce type. Je vous rappelle d'ailleurs que dimanche prochain, dans de nombreuses circonscriptions, il y aura un choix à faire. Ce sera vraiment le choix entre lui ou nous. Et quand je dis nous, c'est la NUPS. C'est ça, je me vends pas là, j'ai le droit. Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que tu as à déclarer? Tiens, allons-y, toi, tu avais peut-être des choses à dire. Écoute, moi, j'aurais quand même envie de parler des enseignements d'hier. Bah oui. Ça fait 25 ans que je fais du militantisme associatif, syndical, politique. Vrai. Et j'avais appris finalement qu'il valait mieux être pessimiste. Il fallait allier l'optimisme de la volonté au pessimisme de la raison. Et puis finalement là, on commence à un peu espérer sortir de l'échec permanent. De l'ornière peut-être, oui. Pour des raisons politiques, en effet. Quand on voit simplement que d'un hémicycle purement constitué de cadres supérieurs, de bourgeois, etc., on a enfin, peut-être dans une semaine, et certainement, des gens comme Rachel Keke, qui était figure de la grève des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, qui se sont battues pendant 22 mois contre une multinationale de l'hôtellerie, et qui se présente là sur la 7e circonscription du Val-de-Marne et qui est en passe de gagner. On pense aussi à Stéphane Ravaclé, boulanger. Oui, à Besançon, c'est ça. Exactement, dans le Doubs, qui avait fait une grève de la faim pour défendre son apprenti guinéen qui avait une OQTF sur le dos, une obligation de quitter le territoire français. Et oui. Gigi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je pense qu'on a de bonnes raisons d'espérer. Et toi, moi, qu'as-tu à déclarer? Eh bien, moi, gros dada, j'ai à déclarer sur Rachel Keke, justement, puisqu'elle est en face de l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est championne du monde de natation, qui a sans doute jamais bossé de sa vie, etc., et qui appelle, elle, au front républicain contre la NUP, contre cette femme de chambre, Rachel Keke, je veux dire, contre une des composantes de... Donc la NUP, c'est quand même plein de partis, et au sein de cette NUP, il y a plein de partis qui ont appelé très clairement au front républicain pour faire... Mais quelle république contre une femme de chambre? Je pense que là, la République en marche ou ensemble liquide cette idée de front républicain. Fin de notre débat, donc d'il y a quelques semaines sur cette même antenne, on disait oui, dis donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je crois qu'on sait maintenant. Seb, je te parle. Est-ce que
tu as quelque chose à déclarer ou as-tu quelque chose à déclarer? Oui, parce que je serai ce vendredi matin, là, il y a une matinée organisée à la Bourse du Travail à Fives, boulevard de l'Usine, par la Confédération Générale du Travail et plus précisément par l'association Indecosa, qui est l'association pour l'information et la défense des consommateurs et des salariés de la CGT, qui organise un débat sur l'énergie avec le réalisateur de Critique sociale Gilles Balbastre et Jory Dupont du PTB, entre autres. Parfait. On y sera. On y sera. Et nos micros traîneront, peut-être. Nos micros traîneront sûrement. Sûrement. On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com. Jusque 20h, donc, nous allons visionner un documentaire en compagnie d'un des réalisateurs de ce documentaire. C'est Un pognon de dingue. Et ça a été réalisé, je vous le rappelle, par Adam Fourage, Pierre Bioret et notre invité, Benoît Delrue. Bonjour, Benoît Delrue. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très très bien. Oui, super. Super. Les miracles de la technique. Alors Benoît Delrue, on a pas mal de questions à vous poser, on va vous écouter pendant toute cette heure à plusieurs reprises. Mais d'abord, parlez-nous un peu d'Un pognon de dingue, qui a été sorti en 2020, un moment qui était un peu stressant pour tout le monde. Quelle idée aviez-vous derrière la tête? On a entendu le Macron parler d'Un pognon de dingue dans les minima sociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement? Eh bien, en fait, au départ, on était à 2 avec Adam Fourage et moi-même. On était choqués par cette phrase on met un pognon de dingue dans les minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres, qui est quand même d'une vulgarité extrême de la part d'un chef de l'État, même si Emmanuel Macron nous avait habitués à des choses assez peu intelligentes, mais là, ça avait quand même franchi un seuil. Et donc, on voulait prendre son contre-pied, et donc on a voulu faire un film sur le pognon de dingue, le vrai pognon de dingue, celui de la grande bourgeoisie française, qui a fait office de marchepied ce pognon à l'ascension du chef de l'État. Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il était entré à l'Élysée par réfraction. Et on voulait voir comment, en l'espace de quelques années, il était passé de l'anonymat des salons d'affaires au salon politique et à la magistrature suprême. Et donc on a fait cette démarche de vouloir réaliser ce documentaire qui a été rendu possible notamment en ayant rencontré diverses personnes, les personnes qui interviennent dans Un pognon de dingue. Alors en effet, il y a du beau monde: Bernard Friot, Franck Lepage, Camille Erlin Girlet, Monique Pinson-Charlot et j'en oublie plein d'autres, etc. Exactement. Qu'est-ce qui les réunit? Quel est le point de vue qu'ils ont en commun? Alors, à la base, on voulait quelque chose qui est un panel représentatif d'économistes, de syndicalistes, de personnes qui avaient soit analysé, soit éprouvé la politique de classe d'Emmanuel Macron. Et on voulait avoir ce point de vue qui est l'intérêt des travailleurs en ligne de mire et savoir un petit peu comment les choses évoluent pour ceux qui vivent de leur force de travail dans ce pays. Et j'ai travaillé à l'Humanité pendant 2 ans en contrat de professionnalisation, et c'est grâce au carnet d'adresses que je m'y suis fait et à un collègue, Jérôme Skalski, qu'on a pu avoir des personnes comme Monique Pinson-Charlot, comme Bernard Friot, qui ont répondu présent. Ces personnes-là, contrairement à d'autres personnes qu'on a aussi sollicitées, mais qui n'ont pas répondu présentes. Donc, il se trouve que ces personnes sont peu ou prou, plus ou moins toutes communistes, mais c'est un heureux hasard puisque, en fait, c'est les seules personnes qui nous ont répondu présentes, alors qu'elles ne nous connaissaient pas forcément. On est une jeune association et voilà, qui ont accepté de jouer le jeu de ce documentaire. Alors on va entendre bien sûr très rapidement quelques extraits. Pour vous, la bourgeoisie, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? La bourgeoisie, alors ça a l'air d'être un terme un peu désuet, mais en réalité, on ne peut plus d'actualité. C'est la classe sociale qui détient un capital. Un capital, c'est des moyens de production, de financement, d'échange qui leur permettent d'acheter la force de travail d'autrui
pour engranger encore plus de pognon, plus de capital, nourrir ce monstre-là. Et c'est ceux qui, la grande bourgeoisie, s'afficheront début juillet en tête du magazine Challenge, du classement des 500 grandes fortunes de France. Et donc, il y a bien sûr Bernard Arnault, qui est né à Roubaix. Il y a bien sûr la famille Mullier, mais il y en a d'autres aussi qui sont tous plus ou moins proches d'Emmanuel Macron, comme Bernard Friot, Monique Pinson-Charlot l'expriment et le décrivent bien dans le documentaire. Eh bien, on va écouter un premier extrait et on vous reprend un peu plus tard. En 2005, lorsque Warren Buffett, le milliardaire américain, qui possède des tas de choses. J'ai appris récemment qu'il était le propriétaire d'une société qui est propriétaire. Il est propriétaire d'une société qui est propriétaire de 500 jets privés aux États-Unis. 500 jets privés. Justement, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse pour dire que dans le monde, il y a autant de jets privés que d'avions de ligne. Et c'est 25 000. 25 000 jets privés et 25 000 avions de ligne. Donc, quand on parle de la pollution des riches avec ces avions qui polluent la Terre, on voit qu'on est bien dans le vrai. C'est vrai que la déclaration de Warren Buffett en 2005 sur CNN, ça a été un déclic. Il a dit, effectivement, aujourd'hui on est dans une guerre de classe, et c'est nous les riches qui la menons, et c'est nous qui sommes en train de la gagner. Quand le mouvement des Gilets jaunes a éclaté sur cette question de taxation du carburant, c'est bien l'expression plus ou moins consciente, plus ou moins réfléchie du refus d'une situation que, enfin, les gens, au fond d'eux-mêmes, comprennent ce qui se passe. Ils comprennent qu'ils ne sont pas responsables individuellement de ce qui est en train de se... Je parle des gens ordinaires, bien sûr, pas des décideurs et pas des hommes politiques. Ils ne sont pas responsables de l'état catastrophique des choses. Et la double peine, c'est qu'en plus de ça, ils sont taxés pour des comportements qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir. Quand on est dans une zone désertée par les services publics, désertée par les transports en commun et qu'il faut se rendre tous les jours à son travail, on n'a pas trop le choix. Il faut y aller. On y va avec les moyens du bord et c'est pas la dernière Prius hybride qui coûte une fortune. C'est la vieille bagnole qu'on a et on va espérer qu'elle va durer le plus longtemps possible. Et pendant ce temps-là, l'autre il se balade avec son jet et il est en train d'imposer une taxe. Donc c'est peut-être très primaire comme réaction, mais finalement, ça nous ramène au cœur du problème, c'est-à-dire un déséquilibre complet entre d'une part la distribution des richesses créées et d'autre part, effectivement, l'impact des comportements sur la planète avec un discours culpabilisateur qui est insupportable. La richesse, c'est un style de vie. C'est le fait de rouler en Porsche, c'est le fait de prendre ses vacances à Megève, d'appartenir à tel cercle, etc., etc. Donc là, on se dit, bien entendu, c'est la richesse très visible, contrairement à la métrique qu'on voit moins. Mais on perd de vue justement la discrétion d'un compte en Suisse. En fait, dans ces deux définitions, que là je donne très rapidement, mais je pourrais revenir dessus, on perd de vue la dynamique d'accumulation en elle-même. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de travail du capital. Pour moi, c'était une manière, en fait, de proposer une troisième définition et de dire la richesse, c'est une manière particulière. C'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, c'est pas seulement dépenser beaucoup, ou d'une certaine manière, c'est pas seulement un style de vie, c'est une manière particulière de se rapporter à son argent et de faire travailler son argent d'une manière singulière. Il y a un sentiment d'injustice chez beaucoup de gens dans la population française qui est réel parce que les inégalités sont croissantes dans notre pays. Par exemple, l'an dernier, on observe que 500 000 personnes de plus sont passées sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est un fait. Ni l'État, ni les gouvernements, ni les élus parlementaires, ni les élus locaux ne peuvent nier cette réalité.
effectivement le système qui était construit sur une intervention massive de l'État comportant une certaine dose de correction des excès du capitalisme, ce système-là ne fonctionne plus. Ça veut donc dire, et ça il y a une conclusion politique qu'on peut en tirer, c'est que aujourd'hui, espérer résoudre des problèmes des gens simplement en faisant payer un peu plus d'impôts aux riches pour donner un peu plus aux pauvres, même beaucoup plus aux riches pour donner un peu plus aux pauvres, parce qu'il y a tellement plus de pauvres que de riches, de toute façon ça ne peut pas faire beaucoup d'argent, sans toucher au fonctionnement du système lui-même, c'est se tromper, éventuellement c'est tromper le public. Ceux qui dirigent de grosses fermes ne mettent pas un pied sur un tracteur ou pas un pied dans les stabulations ou pas un pied dans les champs, et donc deviennent des gestionnaires, et donc de fait se rangent dans le camp des capitalistes et de la bourgeoisie. 20% des agriculteurs possèdent 80% des terres, donc quand on a dit ça, on a déjà montré beaucoup du déséquilibre actuel. Le milieu agricole, c'est pas un tout en soi. Dedans, il y a différentes structures et des gens qui appartiennent à deux classes différentes. Les très riches ont des patrimoines qui sont composés, si je prends les 100 plus riches de l'ISF, qui sont composés à 97% de valeur mobilière. Et vous voyez, les 3% qui restent suffisent à Bernard Arnault à avoir des châteaux, yachts, jets privés, hôtels particuliers, toutes sortes de richesses qui font pâlir d'envie ceux qui sont dans des pauvres HLM excentrés. Mais c'est parce qu'ils sont tellement riches que tout cet argent ne peut pas être converti dans le domaine de l'économie réelle et qu'il est destiné à la spéculation financière, et c'est comme ça que les riches deviennent toujours de plus en plus riches. Le fondement du pouvoir de la classe dirigeante, c'est que c'est elle qui décide de ce qui vaut dans toutes nos activités. C'est elle qui décide de ce que l'on va produire, où, quand, qui va produire. Et c'est ce pouvoir sur le travail qui lui donne son pouvoir sur l'argent. Malgré tout ce qu'on fait pour le socialisme, il n'y a pas de progrès ni d'égalité. Nous vivons toujours dans le même égoïsme et le peuple se trouve toujours exploité. Ainsi moi je gagne plus de 30 francs par quinzaine. Bah pour me rafraîchir ça ne me suffit pas. À peine si je peux prendre 6 cuites par semaine. Y a que les riches qui peuvent s'offrir ça. Ainsi tenez nous autres les pauvres prolétaires. Quand on est cocu c'est par un maçon, par un rétameur, un tailleur de pierre. On ne peut pas choisir quand on n'a pas le rond. Tandis que les rupins la chose n'est pas mince. Comme dans les romans d'Alexandre Dumas, ils se font cocufier par des fils de princes. Y a que les riches qui peuvent s'offrir ça. Ainsi tenez nous autres les pauvres prolétaires, qu'avons des maîtresses noires comme des crapauds, des marchandes de moules et des charbonnières, qui ne se lavent qu'à Pâques ou le jour des rameaux, tandis que les richards baladent des chiblis, toutes badigeonnées de rouge et de blanc gras, on dirait des cartes de géographie. Y a que les riches qui peuvent s'offrir ça. Ainsi tenez nous autres les pauvres prolétaires, on ne mange pas toujours, on ne dort pas souvent, on prend des bronchites à se coucher par terre, des crampes d'estomac à ne bouffer que du vent, tandis qu'eux ils n'ont que des maladies chouettes, à force de se fourrer des trucs jusque-là, ils ont l'albumine, la pierre, la diabète, y a que les riches qui peuvent s'offrir ça. Ainsi tenez nous autres les pauvres prolétaires, on n'a pas le moyen de prendre des bains de mer, avec son moutard et sa ménagère, c'est sur les fortifs qu'on va prendre l'air, tandis que les repus qu'ont pris leur pâture, au chemin de fer du Sud ou dans le Panama, ils sont à Mazin en villégiature, y a que les riches qui peuvent s'offrir ça.
Ainsi tenez-nous autres, les pauvres prolétaires, quand on n'a pas le sou pour, vous me devinez, loin des indiscrets, on cherche un coin de terre, c'est une poignée d'air qui sert de papier, tandis que les rupins qui nous administrent, lorsque par hasard ils se trouvent dans ce cas-là, ils prennent les décrets des anciens ministres, y a que les riches qui peuvent s'offrir ça. Marc Augeret, y'a que les riches. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6. Alors vous venez d'entendre à l'instant un premier extrait de ce documentaire que nous allons visionner. Bah oui, on va le dire comme ça. Ouais. Un pognon de dingue que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et là, vous avez entendu notamment Benjamin Amar, vous allez entendre aussi Denis Durand, Bernard Friot, Fabien Gay, Karl Gazi, Camille Erlingiret, Franck Lepage, Olivier Morin, Monique Pinson, Charlot, entre autres. Oui, ils parlaient de la bourgeoisie, mais là, ils vont nous parler de la façon dont la bourgeoisie utilise pour nous, Oui. Malgré tous les discours consistant à expliquer qu'on est dans une époque mouvante, que finalement l'époque décrite par Zola ou par Dickens sont révolues et que le capitalisme est rentré dans une phase heureuse, en réalité il a toujours la même face hideuse. Et effectivement, l'accaparement des richesses par le capital, elle atteint des niveaux complètement inédits, inouïs. On a une poignée de milliardaires qui possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Les plus grandes puissances sont les plus grandes puissances capitalistes, elles sont accaparées par des gens qui sont des héritiers et puis qui n'ont jamais travaillé de leur vie, bien évidemment. Ce qui renvoie d'ailleurs à des mythes fondateurs sans cesse renouvelés, mais en réalité sans cesse identiques du capitalisme. Le self-made man, celui qui soi-disant serait parti de rien pour construire un empire. Et en réalité, le meilleur exemple, c'est Trump, par exemple. Alors c'est très amusant parce que dans les légendes urbaines, moi je suis prof d'histoire, et souvent moi j'ai des élèves qui viennent me voir en me disant mais regardez, Trump il s'est fait tout seul. Et donc là, on leur dit non, il s'est pas fait tout seul. Il est milliardaire, mais il est né multimillionnaire. Son père était multimillionnaire. Alors, il a fait fructifier, mais de fait, il était déjà en naissant, il est né avec une cuillère en platine dans la bouche. Et donc, effectivement, il y a rien de nouveau. Le capital se reproduit et les grandes fortunes se reproduisent. Et on a des dynasties industrielles, des dynasties capitalistes qui remontent à la fin du 19e siècle. L'idée que les inégalités de naissance et elles ne font que se renforcer durant la vie et que le capitalisme en réalité a coupé tous les ponts de la promotion sociale, cette idée elle s'enracine à nouveau profondément. Et c'est heureux parce que dès lors que l'on démonte les mythes fondateurs du capitalisme, on est beaucoup plus à même de pouvoir le combattre. De se retrouver ensemble, de s'arranger, de discuter. C'est le quotidien de cette classe sociale. Au fond, on pourrait dire que avec la richesse sociale, on est là face à une corruption consubstantielle de classe. Parce que, contrairement à ce qui se passe chaque jour, notamment depuis que M. Macron est le nouveau fondé de pouvoir de l'oligarchie à l'Élysée, il n'y a pas un arbre Cahuzac, un arbre Cirelli, un arbre de Levoix, un arbre Pénicaud, c'est vraiment une forêt. Et puis on nous les livre en pâture sous forme d'arbres pour cacher le fait qu'il s'agit bien d'une forêt qui défend les intérêts de sa classe, et que l'histoire du conflit d'intérêts, ça nous est donné à nous en pâture. Mais là-haut, ils s'en tapent. C'est toujours la même logique. Il faut absolument masquer l'arbitraire de la naissance. L'arbitraire
du fait que vous avez des titres de propriété dont vous avez hérité et que ces titres de propriété, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse de médias, qu'il s'agisse de terres agricoles, de biens immobiliers, bien sûr de valeurs mobilières, tout cet argent qui est si important aujourd'hui maintenant que la planche à billets peut tourner sans avoir de compte à rendre aux réserves d'or, tous ces titres de propriété qui se cumulent dans la même caste, dans la même classe, dans les mêmes beaux quartiers, dans la même presque mafia, on pourrait dire. Hein, ça dépend. La même confrérie des grandes familles. Selon mon niveau de colère, j'emploie des mots différents, mais enfin, on a comme ça un petit choix sympa. Il faut absolument ces titres de propriété. Il vous autorise, avec le système capitaliste, à exploiter la force de travail de tous les autres, qui n'ont pas les titres de propriété, qui n'ont que leur force de travail à proposer. Et cet arbitraire-là, il faut absolument qu'il se transforme en excellence, en mérite, en être exceptionnel, en être qui sont tellement exceptionnels qu'ils doivent être célébrés de l'instant où ils se lèvent jusqu'au moment où ils se couchent. Et tout doit être fait, et tout est fait pour masquer l'arbitraire des rapports de domination. Le système de la bourgeoisie capitaliste est plus malin parce qu'il ouvre sans cesse des fausses fenêtres, laissant croire que sur la base du mérite, vous pouvez vous sortir de la plèbe. Et ça, il y a plein de choses qui sont faites pour cela. Finalement, tout le système de la télé-réalité, de cette idée que, en tant qu'individu, vous n'êtes pas comme les autres et vous avez des potentialités incroyables. Vous pouvez vous révéler, just do it. Voilà, t'as qu'à le faire parce que toi t'es capable. Autour de toi, c'est une belle brochette d'incompétents et de bras cassés, mais en toi, il y a une étincelle divine. Donc toi, si tu te donnes du mal, tu vas t'en sortir. Cette idée-là est particulièrement pernicieuse parce que finalement, elle casse l'idée des solidarités. Et je pense que ça fait un certain temps qu'avec cette rhétorique qui consiste à dire qu'un patron, c'est quelqu'un qui crée de l'emploi, déjà on a perdu. On a perdu sur les mots. C'est-à-dire que déjà, c'est une accaparation de dire que je te donne un travail. Non, en fait, on pourrait inverser le truc et dire que c'est celui qui travaille qui rend possible la richesse de l'actionnaire et de celui qui le dirige. Donc là, on est sur des débats importants. Et donc tout ça produit cette disjonction. Quel intérêt ça sert au final ? Vous voyez que c'est hyper puissant, en fait, de dire... derrière, on pourrait faire un discours de, voilà, aujourd'hui c'est la loterie. Si vous y mettez un peu d'effort, peut-être que vous allez faire fortune. Ça, c'est le mythe américain. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Il fait honneur à l'économie française. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré, de Martin Bouygues, de Bernard Arnault, de François Pinault, c'est-à-dire des hommes qui sont capables d'investir pour créer des emplois. Tout juste élu, Nicolas Sarkozy met en place une commission pour, selon lui, libérer la croissance. C'est dans la commission Attali qu'Emmanuel Macron fait ses premiers pas en politique. Jusque 20h, on passe au rouge. C'est là donc on t'entend, c'est ici que tu... Ah oui, on passe au rouge jusqu'à 20h. Ah oui, c'est mieux, je m'entends là, je m'entendais plus. Une émission de lutte des classes où on entend Sarkozy et Macron, c'est comme ça, jusqu'à 20h. Oui, on se fait plaisir. Vous pouvez nous repodcaster, bien sûr, sur le site de Radio Campus, mais également sur les différentes plateformes. Sur plein de plateformes de podcasts. Podcast Addict, notamment, que j'apprécie beaucoup. Mais nous passons cette heure avec Benoît Delru, l'un des réalisateurs d'un pognon de dingue que nous visionnons tous ensemble. Alors Benoît Delru, on est content de vous retrouver. Là, ce documentaire, vous l'avez fait en 2020, il y a 2 ans. J'aurais envie de vous demander, en reprenant ce que disait Monique Pinson-Charlot, c'est la mafia, la bourgeoisie, c'est la mafia. Est-ce qu'elle n'exagère pas un peu ? Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ce qui s'est passé depuis 2020, quoi ? Alors, la mafia, c'est un terme fort, effectivement, employé par Monique Pinson-Charlot, mais qui sait de quoi elle parle. Bon, quand elle est en colère, elle dit. Hein. Voilà, quand elle est en colère, ça dépend effectivement de son humeur.
et elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle a été elle-même présente dans des dîners mondains, elle a elle-même côtoyé la grande bourgeoisie. Et elle nous a d'ailleurs confié que le travail sociologique qu'elle a mené avec son mari Michel sur la grande bourgeoisie, ça ne dérangeait pas cette classe mafieuse finalement. Ce qui dérangeait cette classe, c'était que Monique Pinson-Charlot aille à la rencontre de travailleurs pour expliquer comment fonctionnent les élites aujourd'hui en France. Et alors en fait, c'est sûr que quand on regarde la multitude de casseroles qui sont au cul de Macron, il y en a peut-être pas autant que pour Sarkozy, mais en même temps, ça fait moins longtemps qu'il est dans le jeu politicien. Oui. Voilà, à la base, d'ailleurs, Un pognon de dingue, c'était un documentaire qui devait porter sur le patrimoine privé d'Emmanuel Macron, puisqu'il y a une grosse interrogation entre les millions d'euros qu'il a gagnés en tant que banquier d'affaires et le maigre patrimoine qu'il a déclaré. C'est énorme. Et en fait, ce décalage, on s'est un petit peu cassé les dents dessus, de la même manière que d'autres journalistes mieux informés que nous, qui avaient leurs entrées dans les lieux un petit peu de pouvoir, s'étaient cassé les dents dessus. C'était difficile. Mais il y a eu d'autres affaires depuis. Il y a eu McKinsey, il y a eu l'affaire des sondages, il y a bien sûr eu l'affaire Benalla. Et quand on voit comment fonctionne cette classe sociale, et puis ses valets les plus proches, on pense évidemment au monde politique, on pense au monde des éditorialistes médiatiques, des bourgeois, des médias bourgeois, pardon. Et puis, bien sûr, les capitaines d'industrie, mais finalement ce sont des oligarques qui n'ont rien à envier à leurs homologues russes, eh bien, on peut se rendre compte effectivement que le terme de mafia n'est pas exagéré, surtout quand on voit la violence de l'exploitation, la violence de l'aliénation au travail qu'ils nous imposent et la division entre nous qu'ils génèrent, qu'ils nourrissent de manière à mieux régner, diviser pour mieux régner. C'est clairement leur credo, quoi. Alors, on parlera d'Infoscope un peu après, mais on peut déjà dire que vous faites du travail journalistique du bon côté de la barricade. Et vous avez notamment travaillé sur McKinsey. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à l'auditeur de quoi il s'agit ? Donc McKinsey, c'est un cabinet de conseil qui est lié à des fonds d'investissement qui ont tout intérêt, par exemple, à la capitalisation des retraites plutôt qu'à la répartition. C'est un système de retraite par répartition. Et c'est notamment ce cabinet de conseil auquel Emmanuel Macron et son équipe ont eu systématiquement recours, que ce soit lors de la crise du Covid, que ce soit avant ou après, concernant les retraites, et il y a eu finalement des centaines de millions d'euros, je crois plus d'1 milliard d'euros sur le quinquennat, qui ont été versés par la puissance publique, par l'État, à ce cabinet de conseil privé. Et à plusieurs cabinets. À plusieurs cabinets, dont McKinsey, effectivement. Et d'ailleurs, on a remarqué que McKinsey, c'était en partie représenté par des anciens macronistes, ou que des anciens de McKinsey s'étaient reconvertis dans la politique avec un conseil auprès de Macron. Et donc, on voit que, comme le dit Monique Pinson-Charlot mieux que moi, c'est il y a une corruption consubstantielle de classe, c'est-à-dire qu'en fait, ils se connaissent en réalité. Ils se connaissent, ils savent quels sont leurs intérêts. Et ils n'ont pas besoin, par exemple, pour censurer un article, ils n'ont pas besoin d'appeler le rédacteur en chef des Échos, par exemple, pour ce qui est de Bernard Arnault. Le rédacteur en chef des Échos va de lui-même interdire la publication d'un article qui pourrait nuire à la réputation de son actionnaire. Et donc, voilà, c'est en ça qu'on voit qu'il y a tout un système de cascade, et l'argent ne ruisselle pas, mais par contre le pouvoir de nuisance de la bourgeoisie ruisselle sur l'ensemble de nos vies, et on peut voir que c'est très difficile de lui tenir tête, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Un pognon de dingue, c'est essayer de tenir tête au discours dominant et de donner un boulevard à des personnes qui ont envie de dézinguer ce système, mais avec une analyse scientifique et vérifiée, avec des informations recoupées et vérifiées. Voilà. Oui. Alors bon, vous parlez de Macron, qui est un des rouages du système. C'est justement ce qu'on va entendre dans le prochain extrait. Il y a eu dans les années 2008 un rapport Attali
commandé par Sarkozy, et Emmanuel Macron, alors jeune brillant inspecteur des finances, était le rapporteur adjoint de la commission Attali. Et puis un jour, il a été repéré, il a été embauché chez Rothschild. Donc il ne pouvait plus être rapporteur adjoint de la commission Attali. Donc il a été nommé membre de la commission Attali au titre de Rothschild. Donc c'est vraiment le portrait robot du dirigeant dont le capital rêve. Bien évidemment, Emmanuel Macron, il est dans la connivence idéologique, mais dans la connivence de classe, avec justement ces grands médias. Ils le reconnaissent comme un des leurs. C'est-à-dire que c'est pas par la naissance qu'il appartient à cette classe, puisqu'il est fils d'un couple lié à la médecine, aussi bien le père que la mère, dans une petite ville de province, Amiens. Une grand-mère qui était institutrice, donc on peut pas dire qu'il est né dans cette classe. Il n'en demeure pas moins qu'il a fait les bonnes études à la Providence chez les Jésuites, et que ce jeune homme a toujours été très soucieux de soigner et de réaliser une ambition en instrumentalisant tout ce qui pouvait être instrumentalisé. Or, Brigitte Trogneux est une descendante d'une dynastie de chocolatiers assez riche et très bien implantée dans cette partie-là de la France, que ce soit Amiens ou le Nord. Imaginez quelqu'un qui aurait toute la fougue, toute l'audace, toute la nouveauté de la jeunesse, mais qui en même temps disposerait d'une très grande expérience, les 2500 ans dont parlait Christophe. L'expérience en question, elle lui vient à l'évidence de son épouse, qui est très présente et qui le conseille, mais elle lui vient de toutes les bonnes fées qui se sont disposées sur son chemin depuis maintenant une dizaine d'années. Il ne faut pas oublier à quel point Emmanuel Macron a en lui une capacité de séduction extraordinaire, qui fait qu'il a su se concilier les bonnes grâces d'un certain nombre de très hautes personnalités qui lui ont facilité la tâche, qui lui ont fait en quelque sorte la courte échelle. Et donc le mélange de cette expérience incroyable et de cette intelligence très audacieuse, eh bien ça donne ce qu'on voit, c'est-à-dire un président de la République élu à moins de 40 ans. On a reconstruit toute la trajectoire d'Emmanuel Macron en montrant comment à chaque moment il a su instrumentaliser, alors je devrais mettre des guillemets, c'est-à-dire se servir pour son intérêt personnel, pour satisfaire une immense ambition. Il a su se servir de Jacques Attali, de Serge Weinberg, des Rothschild, enfin, il a su faire flèche de tout bois, aller dans le privé, revenir dans le public, travailler avec les socialistes, travailler comme secrétaire général adjoint à l'Élysée pour mettre en place toute la politique de l'offre de François Hollande. Et puis ensuite, une fois ce travail fait, hop, il se présente, lui, pour prendre la place du vizir. À l'issue du premier tour, la bourse augmente de 4%, et parmi les titres boursiers, les titres bancaires augmentent de 8%. Il aurait été étonnant que le monde de la finance ne salue pas la première étape de la victoire d'Emmanuel Macron, et donc elle l'a fait. Macron est un cynique, profondément cynique, qui est là avec une mission qui lui a été tracée par avance par ses commanditaires. Il est vraiment en service commandé, je pense. Il va aller jusqu'au bout de son service commandé. Il est pétri d'un mépris incommensurable pour la terre entière. Il prend vraiment les gens pas riches pour des cons, quoi. Et il faut appeler un chat, et il le pense vraiment. Beaucoup d'amis d'Emmanuel Macron souhaitent qu'il ait un destin politique. Macron
il me semble, a été choisi pour ça, c'est-à-dire a été littéralement fabriqué en très peu de temps pour être à cette place-là, avec cette absence d'intelligence-là, ou cette absence de sensibilité, je sais pas quoi. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'on attend précisément d'un président, ce que le patronat, ce que les puissances de l'argent attendent d'un élu, enfin d'un gouvernement, c'est surtout pas qu'il pense. Je veux dire, parce que s'il pense, ça devient compliqué de faire son boulot. Des gens qui pensaient, qui sont des ennemis politiques, mais qu'on peut qualifier de gens intelligents, c'est-à-dire toute la clique Juppé, tout bon, même Villepin, étaient des gens qui, parce qu'ils réfléchissaient à ce qui se passait, ont été obligés de faire marche arrière sur les retraites. Évidemment, il y a un moment, ils peuvent pas continuer. Donc il leur fallait absolument, même Hollande était intelligent, enfin, même Sarkozy était intelligent. Là, avec Macron, on a un truc génial. Et il pense que son rôle de président se décompose de deux manières. Imposer des sacrifices, de la sueur, des larmes aux travailleurs en France, en les culpabilisant, en les divisant en permanence. Et finalement, être le larbin servile et zélé du capital. Je m'appelle Macron, avec moi tu l'auras dans le fion. Mes ministres sont des faux culs et leur devise c'est dans ton cul. Maintenant que je suis ton président, va falloir rentrer dans le rang. Maintenant que je suis ton président, va falloir serrer les fesses ou bien je t'envoie les CRS. La France en marche et marche ou crève. 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 Avec ma copine Angela, oui on va mettre la France au pas. La dictature économique, c'est ça mon programme politique. Oui, élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On s'en service entre bourgeois, oui chez les riches on est comme ça. Maintenant que je suis ton président. Oui du con, oui du gland. Va falloir rentrer dans le rang où tu finiras au mitard. Une matraquant suppositoire. La France en marche et marche ou crève. 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 Les Salles Majestés, Macron. Radio Campus Lille, disponible en DAB+. Allez, dans quelques instants, on retrouve et on continue cet entretien avec Benoît Delru, le réalisateur du documentaire qu'on visionne tous ensemble jusque 20h, Un pognon de dingue. Et puis là, on va écouter un extrait qui commence par une lèche-cul médiatique et qui se termine avec... Ça fait partie des 5 années qu'on a vécues. Qu'on vient de vivre. À vous de tout changer, d'ailleurs, hein, je le rappelle. Et on continuera dans cet extrait avec les intervenants classiques de ce début, documentaire. J'ai pas été déçue et je suis très contente. Et vous savez, tout à l'heure, vous parliez de l'émotion. On n'est pas dans le formel et jusqu'au bout, on n'a pas été dans un côté formel. Et je pense que ça s'est senti à l'Élysée. Moi, j'ai été très émue tout à l'heure quand Emmanuel Macron s'est approché pour nous remercier. J'ai été très émue de voir Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui pleurait. J'ai été très émue de voir tous ces gens qui ont travaillé et qui avaient les larmes aux yeux parce que c'est quelque chose d'historique qui est en train de se passer. Mais c'est aussi une nouvelle génération et une nouvelle manière de faire les choses qui arrive en France. Il a transformé un État-providence qui était encore un État-providence en 2017. Il en restait quelque chose en un État néolibéral au service quasi exclusif des plus riches.
on remplace un système où on s'assurait collectivement contre des risques inégalement répartis à un système où, du coup, l'État-providence va être réduit, en fait, à un rôle où il va pouvoir dire nous aidons les personnes les plus pauvres. Ce qui est très très différent de dire que collectivement, on s'assure contre la précarité qui peut toucher plus ou moins certains et certaines d'entre nous. Les réformes menées à grande vitesse depuis 2017 démantèlent les droits des travailleurs pour permettre à la classe capitaliste de maximiser ses profits. Les efforts pèsent sur les épaules de celles et ceux qui produisent les richesses, tandis que les fortunés, pour beaucoup soutiens du candidat Macron, jouissent d'un formidable retour sur investissement. La bourgeoisie capitaliste a absolument besoin de l'État. Les politiques publiques, les marchés publics sont des vaches à lait des groupes capitalistes. On ne peut pas imaginer Vinci ou Bouygues ou n'importe quel groupe capitaliste, Sanofi, sans les marchés publics. Donc non, ces gens-là ont un besoin éperdu d'État. Et d'ailleurs, lorsque la sécurité sociale a été gérée par les travailleurs, leur réaction de classe a été d'étatiser. La bourgeoisie toujours étatise. Alors là, quand on regarde un peu le petit bilan, notamment du point de vue des politiques économiques qui ont été conduites par le gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron, c'est vrai que le constat peut se faire assez rapidement. Notamment quand on regarde les politiques fiscales qui ont été mises en place, clairement, on peut dire que Emmanuel Macron leur a déroulé le tapis rouge. Pour la première fois depuis la Commune, les milieux d'affaires sont directement au pouvoir. Ça, il n'y a plus l'écran de la classe politique avec l'alternance droite-gauche, etc. Cet écran de la classe politique derrière lequel la bourgeoisie, depuis la Commune, parce qu'elle a retenu la leçon de la Commune, s'est toujours protégée. Elle a veillé à ne plus être directement au pouvoir comme sous le Second Empire. Et donc, c'est signe quand même d'une grave crise lorsque le capital sort du bois et met un homme de main au pouvoir. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus et on passe au rouge sur le 106,6 et campuslille.com. Alors Benoît Delrue, Bernard Friot vient de nous dire que c'est l'homme de main du capital qui est au pouvoir et que c'est complètement historique. Bon, alors on en a entendu parler pendant toute cette heure, mais maintenant parlons un peu d'Infoscope, votre association, votre scope peut-être. Enfin, parlez-nous un peu du projet que vous avez lancé il y a peu de temps finalement. Tout à fait. En fait, Infoscope, à la base, si ça s'appelle comme ça, c'est que ça devait être une SCOP, à la base, une société coopérative. Et pour des raisons assez évidentes de manque d'argent, on n'avait pas un rond en poche. On en a fait une association à but non lucratif où on est tous bénévoles, toutes et tous qui avons participé, contribué à réaliser notre travail jusqu'à présent. C'est de manière bénévole à 100%. Donc Infoscope, il y a un E à la fin, comme télescope ou microscope. Et donc cette association, elle a soufflé sa 3e bougie le mois dernier et elle est basée sur Angers avec des jeunes journalistes et des talents du cru pour développer une manière de voir les processus à l'œuvre, en particulier les luttes des classes en France aujourd'hui. Alors après un pognon de dingue où on a bien vu quelle était la grande bourgeoisie en France aujourd'hui, on a voulu prendre le contre-pied avec une série documentaire en 3 parties qui s'appelle « Nous sommes en guerre », à nouveau une phrase emblématique d'Emmanuel Macron. Oui, que vous venez de sortir, que vous avez sorti il y a peu de temps finalement, hein. C'est ça, le 3e épisode est sorti le 6 avril, donc il y a un peu plus de 2 mois, et c'est sur vraiment le monde du travail. Et donc là, c'est plus ancré sur le Maine-et-Loire, avec un premier épisode sur le monde de la santé, comment le monde de la santé a fait face en première ligne à la crise du Covid et à toute la pénurie engendrée par les décisions politiques et économiques des dirigeants en France. Et le 2e épisode sur une lutte des sapeurs-pompiers, qui ont traversé la France en mémoire et en l'honneur d'une des leurs qui est tombée au feu. Et le 3e épisode, c'est sur des perspectives plus historiques
d'une crise sanitaire comme le Covid, sur quoi ça peut déboucher. Et donc, et sur quelle plateforme on peut voir ça alors c'est sur Cinémutin, mais je vais vous faire une petite confidence, c'est que ce sera très bientôt disponible gratuitement sur Internet. Donc gardez un œil ouvert. Mais voilà, ça va être bientôt diffusé à grande échelle sur Internet de manière la plus simple. Tout comme est accessible disponible gratuitement d'ailleurs sur YouTube en ce moment, là, le documentaire Un pognon de dingue qu'on continue à regarder ensemble. Mmh. Oui. Et donc on peut nous présenter comme des journalistes militants. Nous on se voit plutôt comme des militants du journalisme, c'est-à-dire attachés à la véracité scientifique de l'information qu'on propose, qu'on donne qu'on verse au débat pour faire réfléchir. Et ce qu'on veut, c'est mettre en lumière les luttes sociales, les mobilisations propres à la classe désexploitée. Donc je vous invite bien entendu à nous suivre. Vous tapez Infoscope sur Google. Vous allez tomber sur notre blog infoscope.live, sur notre YouTube, sur notre Facebook, et vous allez avoir de belles surprises dans les jours à venir. Donc je vous en dis pas plus, mais on va... Merci Benoît Delru. Merci. On n'y manquera pas. En tout cas, dans un court instant, juste le temps de regarder un dernier extrait de Un pognon de dingue. On vous retrouve ici à On passe au rouge jusque 20h pour parler du résultat des législatives. Mais tout ce qui se passe actuellement ne sont que des mesures de haine de classe. La réforme des retraites, ça y est, on a suffisamment d'informations maintenant pour comprendre que c'est pas un problème financier. Les retraites sont largement financées, complètement. La caisse d'amortissement qui arrive en 2025, de la dette sociale, tous ces trucs-là, il y a absolument aucun problème. C'est l'idée du patronat, c'est que c'est absolument insupportable que des gens soient payés, continuent d'avoir un salaire en n'étant pas employés à leur service. Parce que la retraite, c'est ça, c'est du salaire continué. Et donc ça les rend fous, ça. Et l'argument complètement idiot, enfin l'argument crétin de puisqu'on vit plus longtemps, faut travailler plus longtemps, c'est un argument de haine de classe. C'est-à-dire, l'argument intelligent, c'est de dire, puisqu'on vit plus longtemps, c'est cool, on va pouvoir en profiter, enfin, on va pouvoir s'éclater, on va faire des choses intéressantes. Non, il faut pas que tu t'éclates, puisque tu vis plus longtemps, tu vas bosser pour nous plus longtemps, on va te maintenir dans le truc. On peut jouer au con avec ça. Je veux dire, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, d'environ 13 ans, d'accord. Mais donc, il faut que les femmes travaillent plus longtemps que les hommes. Enfin, tu vois, il n'y a pas de raison. Ok. Enfin, l'absurdité de cet argument montre que c'est un argument de haine. Ils pourront faire fonctionner le système capitaliste en exploitant des matières premières, en exploitant des nouvelles technologies, en exploitant l'intelligence artificielle. Et ce sont les pauvres qui vont pas pouvoir se protéger contre le dérèglement climatique. Il y a quelque chose de terriblement violent et inhumain dans le fait de ne pas lutter contre le dérèglement climatique. Je pense qu'on peut... Là, j'ai envie de parler d'un crime contre l'humanité. Voilà, qui devrait relever de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire que les riches ont fait sécession. C'est une autre planète, ils s'accaparent tout. Et ce que j'ai dit sur le réchauffement climatique est parfaitement logique avec des niveaux de fortune comme cela, puisque eux, ils sont sur un bateau et nous ne sommes pas sur le même bateau, contrairement à ce que les télévisions des milliardaires relayent sans arrêt. De toute façon, ça peut pas être les riches qui aggravent le réchauffement climatique, puisqu'on est tous sur la même terre. Eh bien non. Pendant longtemps, peut-être qu'on a laissé trop dire que le service public était un boulet. Et maintenant, on met en évidence l'efficacité du service public et tous les travers, par exemple, de la délégation de service public. Moi, j'ai un exemple que j'aime bien. La ville de Paris a décidé de remunicipaliser la gestion de l'eau il y a plusieurs années. Et on s'est rendu compte que dès lors que la gestion redevenait à nouveau publique, on faisait, je crois, quasiment 10 millions d'économies par rapport à ce que ça coûtait sous gestion privée. Et ça permettait de baisser de 10% le prix de l'eau pour les usagers de la ville.
Donc on a plein d'exemples comme cela, où justement la logique de service public, finalement on arrive à la défendre dans notre décennie beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. On est au cœur d'une bataille idéologique profonde, d'une bataille extrêmement cruciale. Qui sont développés par des courants intéressants, d'autogestion par exemple de l'entreprise, de dire sur cette question de à qui est supposé appartenir l'entreprise, c'est-à-dire qui prend des décisions, qui financièrement la détient et qui est légitime à la détenir. À chaque fois, donc on voit bien qu'on engrange du carburant. Enfin, ce que vous faites, ce que je fais, ce qu'on fait, c'est d'engranger, c'est d'accumuler du carburant. Je pense que sur YouTube, sur cette façon qu'ont les gens de se politiser, on a une génération qui est en train de s'instruire du capitalisme. La question n'est pas de savoir si ça va réussir à déboucher sur une subversion, une insurrection. Ça va le faire. On ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Mais c'est ça qu'on fabrique. Le capitalisme est un système qui ne peut pas se réformer, c'est impossible. Le capitalisme est un système de fuite en avant. On ne peut pas le réformer, on ne peut que l'abattre. Ça signifie que si nous voulons en effet qu'il y ait une issue à la crise et qu'il ne soit pas une issue catastrophique, si nous voulons résoudre les problèmes qui sont posés aujourd'hui, il faut tenir compte de ce que disait Albert Einstein, on ne résout pas les problèmes avec les idées qui les ont provoqués. C'est notre solidarité, notre citoyenneté, notre poésie, notre amour de la vie, notre tout simplement vivre, profiter, c'est tout. Lire, s'instruire, s'échanger, chacun a des capacités et en fait profiter les autres, reçoit, voilà. C'est ça, c'est la seule chose qui peut unir tant d'êtres humains. C'est de se respecter et d'avoir cette conscience de la mort, cette conscience de l'éphémère, cette conscience de la folie du capitalisme, mais c'est plus que de la folie, c'est de la dinguerie, c'est inimaginable. On a bien envie de vous entendre, Benoît Delrues, sur les événements de hier, c'est-à-dire les élections, le premier tour des élections législatives, parce que ce qu'on vient d'entendre là dans cet extrait de votre documentaire, c'est un élément de bifurcation, quoi. C'est-à-dire soit on continue comme avant, soit on continue on va vers ce que décrit Benjamin Amar, c'est-à-dire une socialisation de la gestion de l'eau et des choses qui fonctionnent en fait beaucoup mieux. Quelle est votre réaction, vous, aux résultats des élections législatives ? Eh bien, je suis assez jeune, j'ai 32 ans. Ça fait bizarre de gagner. Hein. Ça fait bizarre de gagner pour une fois. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Hein. Nous c'est pareil. Nous, on est vieux, on a 50 ans, c'est pareil. Hein. Qui a été dévoilé par Le Monde, qui est quand même le journal de révérence de la bourgeoisie, c'est quand même la NUPS qui a gagné au final. Donc c'est le premier tour. Il y a un deuxième tour dimanche prochain, mais c'est quand même assez révélateur d'une envie de ne pas continuer dans la même voie que la voie qui est empruntée depuis des décennies, qui est la voie du néolibéralisme, la voie de l'exploitation, la voie du chacun contre tous et du tous contre chacun. Et là, il y a eu cette convergence effectivement qui ne gomme pas les désaccords, mais il y a une convergence au niveau politique, partisan, sur une alliance électorale dans un premier temps, mais qui peut peut-être déboucher sur une mobilisation populaire. C'est ce qu'on peut espérer de mieux. En tout cas, c'est d'ailleurs toujours les mobilisations populaires de terrain qui ont permis d'arracher des conquis sociaux. Et donc, voilà, c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que la bourse dévisse sévèrement aujourd'hui. Oui. Et c'est toujours aussi amusant de voir le regard terrifié des éditocrates à la Duhamel et consorts sur les chaînes d'information en continu, puisque là, ils étaient un petit peu au bout du rouleau hier soir. Donc, ça fait bizarre de gagner. Voilà. C'est vrai que Seb a une intervention. Oui, c'est vrai que alors je sais pas si tu m'entends, Benoît, là, parce qu'on est un peu loin là pour des raisons techniques pas évidentes, mais c'est vrai que en gros ces forces dites de gauche ont fait tout cumuler le même résultat à peu près qu'il y a 5 ans, sauf que l'alliance là, ça fait une sacrée différence et ça se voit directement là en nombre de députés qu'on peut se projeter aujourd'hui.
Exactement, et ce nombre de députés, il y a peu de probabilité pour qu'ils permettent d'avoir une Assemblée nationale à majorité absolue de gauche. Ne soyons pas défaitistes non plus. Oui, et oui, on peut quand même gagner là. Hein. Ouais. Mais par contre, on peut empêcher Macron, à minima, on peut l'empêcher d'avoir une majorité absolue. Une majorité, et donc, voilà. Et donc, en fait, là-dessus, il faut pas désespérer d'ailleurs, hein, même si j'ai dit que c'était peu probable, ça veut pas dire que c'est impossible. Et je suis pour pour allier l'optimisme de la volonté au pessimisme de l'intelligence. J'ai sorti ça, c'est joliment dit. Mais justement, oui, c'était pour rebondir, mais voilà, pour dire que s'il y a une mobilisation de l'électorat populaire, ça fera du mal au camp d'en face. Et s'il y a bien un message que je veux faire passer, c'est votez et faites voter autour de vous, parce que des opportunités comme celle qu'on aura dimanche prochain, il n'y en aura pas beaucoup dans notre vie pour vraiment faire cette bifurcation, quoi. Merci Benoît Delru. Merci à vous Benoît Delru. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour On passe au rouge jusque 20h, l'émission de lutte des classes tous les lundis sur Radio Campus. Mais pour l'heure, rien n'a encore changé avec Milky jusque 21h. Ensuite, ensuite il y aura quand même Phil avec Start sans doute, et puis Hervé de Lille bien sûr, que vous retrouverez en tout cas 22h à minuit sur Radio Campus. Je rappelle que j'avais le truc que j'avais déclaré, là il y a quand même ce rendez-vous que la CGT Indecosa vous propose un débat, réflexion, conférence là avec notamment Balbastre et puis des gens du PTB, puis de différents secteurs de l'énergie bien entendu, mais aussi des hôpitaux, tous les transports, tous les gens concernés par les questions de l'énergie. C'est ce vendredi à la Bourse du Travail à 8h30. Et je vous rappelle que ce documentaire Un pognon de dingue que nous avons visionné ensemble cette heure-ci est à diffuser partout. Il est gratuit, il est sur YouTube et nous vous enjoignons à le regarder. Ça se dit ça peut-être. Merci Gigi. 19h sur Radio Campus. Salut Seb.